Notre accord est fondateur et historique. C'est un accord de gouvernement qui propose aux électeurs de choisir le Premier ministre. Ce ne sera pas Macron qui décidera, ce sont les électeurs qui décideront. Le candidat pour le poste de Premier ministre que nous vous présentons, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Mélenchon. Asseyez-vous, ça me gêne. Alors, vous devinez le plaisir que ça me fait. J'espère que ça se voit. Un grand bonjour aux 300, aux 400 qui, dehors, regardent sur l'écran. Un grand bonjour aux 7000 qui, sur les 4 réseaux sociaux, suivent notre rassemblement ce soir. Un grand bonjour à la centaine de journalistes accrédités, dont, m'a-t-on dit, un grand nombre de l'étranger. Alors, ce que ça intéresse, c'est qu'ils essayent de se faire un point de vue par eux-mêmes. Je suis sûr qu'il y a aussi des journalistes de notre pays et ça nous fait plaisir. Moi, ça me fait très plaisir et je suis espiègle, comme vous le savez. Donc, quand je prends un journal que j'estime comme Le Figaro et que je pense à tous les bourgeois qui mettent 3,20 € pour apprendre que nous sommes une union de façade, derrière Mélenchon, ça me ravit. Parce que, naturellement, ce n'est pas vrai. Mais dormez, bourgeois, il n'y a pas de problème. Alors, vous savez... Tous, vous savez que je suis un Maghrébin, puisque je suis né à Tanger. Et évidemment, je suis un Maghrébin européen, puisque mes ancêtres sont andalous et siciliens. Et alors, nous autres, là-bas, comme on était à la pointe du continent, et juste en face, quand le soleil, le ciel était tout rouge, on disait « demain, il y aura du vent d'Est ». Bon, moi, l'Est, l'Ouest, j'étais petit, hein. Mais quand il y avait du vent d'Ouest, ça voulait dire que la mer allait être plus agitée côté Méditerranée, mais alors du côté Atlantique, sévère. Alors en ce moment, je trouve que la météo politique, il y a du vent d'Est. Et cette fois-ci, ça sent bon. Et j'ai quelques indications, c'est pas le ciel rouge, mais... La première indication, c'est le retour de mes caricatures de photos, la bouche grande ouverte et les poings fermés. Si on recommence à sortir le diable de sa boîte, alors qu'il y a encore 15 jours, j'étais toujours souriant et intéressant à montrer. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Et puis, j'ai jubilé, comme vous tous, sur la première page du Monde, sur 6 colonnes. Comment penser la planification écologique? Hurrah! Ils ont compris. Hurrah! Parlez avec nos mots, vous finirez par connaître notre grammaire, c'est-à-dire l'idée que nous faisons de la société, de notre rapport entre les êtres humains et avec la nature. Mes amis, nous savons très bien que nous sommes en train d'accomplir une tâche historique et que ce rassemblement de ce soir, qui est un peu extraordinaire, parce que les règles de financement des partis sont ainsi faites qu'il est difficile de faire des meetings sans tuer tout le monde sur ses comptes de campagne. Mais on a quand même fait ce meeting. Et ce sera un événement parce qu'on m'a dit c'est la première fois qu'on en fera un de cette dimension, de cette ambition, après l'élection présidentielle. Donc, il n'y en aura vraisemblablement pas d'autres à Paris. Et donc c'est un événement parce qu'il se situe à un moment inouï de l'histoire politique que nous écrivons entre nous. J'ai bien dit inouï, sans précédent. À la sortie de l'élection présidentielle, à la stupeur générale, alors qu'on donnait notre famille, je dis notre famille, nous tous, morts, inexistants, pulvérisés, balkanisés, nous n'étions rien. Et soudain, que se passe-t-il?
3 blocs surgissent. 11 400 000 voix pour la droite et les libéraux macronistes. 11 300 000 voix pour l'extrême droite. 11 200 000 voix pour nous. Le bloc populaire, dans toutes les composantes qui constituent son histoire, ses rêves, ses espérances, ses musiques, ses chansons, le bloc populaire, 11 200 000 voix. Nous sommes en état de faire l'histoire si nous comprenons à partir de ce moment, et il fallait le comprendre tout de suite, que nous pouvions retourner la table, tout changer, parce que nous étions ce troisième bloc, et que l'enjeu, c'est le quatrième. 12 millions de personnes se sont, paraît-il, abstenues. Je compte qu'il y a environ 6 millions de mal inscrits. Ça nous fait 6 millions de personnes. Ceux qui sont les plus unis, les plus dynamiques, les plus proposants, peuvent entraîner non seulement les leurs, les retrouver, mais les autres. Et tel est le but de la stratégie que nous avons déployée. Nous nous sommes rassemblés pour dire au pays, nous sommes une alternative. Si vous avez compris que ça ne peut plus durer comme c'est là, si vous avez compris que l'essentiel de vos espoirs que vous portiez sur vos enfants, pour lesquels vous souhaitez la bonne éducation, cet avenir-là vous est fermé par la politique qui est déployée par les libéraux. Si vous avez compris que vous qui voulez que les plus anciens soient bien traités, et s'ils sont malades, quel que soit leur âge, qu'ils soient bien soignés, si vous avez compris que ce monde-là est définitivement impossible avec la politique des néolibéraux, si vous avez compris qu'un président de la République dont la politique est condamnée 2 fois en justice pour son inactivité écologique va continuer et qui s'en fiche de savoir s'il est condamné ou pas et qui ne comprend pas que quand il est condamné, c'est parce qu'il vous condamne à cause de la crise climatique qu'il va aggraver, à cause des conditions dans lesquelles nous vivons tous. C'est vos gosses qui sont à l'hosto, à Grenoble, cette cuvette où s'accumule le mauvais air qui pourrit les poumons. C'est vos gosses qui sont à Paris dans ces conditions. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et nous avons un devoir qui n'est plus seulement un devoir politique de proposer quelque chose d'autre, comme c'est le cas en démocratie, mais qui est de proposer un autre monde, une autre manière de vivre, d'autres principes à la tête de l'action publique. On n'a pas dit ça va tout régler d'un coup, mais du moins vous savez que nous agirons d'après d'autres principes, d'autres objectifs, d'autres volontés que celles qui s'appliquent aujourd'hui. J'ai dit une situation extraordinaire parce que nous nous sommes rassemblés. Bien sûr, nous avons fait un accord électoral. Ben, faut bien, il y a des circonscriptions, mais c'est la première fois de toute l'histoire de notre famille, depuis la grande révolution de 1789 et depuis qu'il y a des élections, qu'au premier tour, nous présentons tous ensemble, alors même que nous sommes différents et que nous restons chacun ce que nous sommes. C'est la première fois que nous présentons des candidats uniques au premier tour. C'est la première fois qu'il y a un accord qui unit absolument dans un contenu programmatique des socialistes, des communistes, des écologistes, des insoumis. Jamais auparavant une alliance de cette ampleur n'avait été construite. Et nous le réalisons avec un programme. Alors, quand je lis qu'il y a masqué les divisions, c'est surtout vous qui voulez masquer l'union, chers commentateurs. Parce que figurez-vous, si vous voulez y réfléchir un instant, que quand vous concluez un accord sur un programme qui comporte 640 mesures, qui inclut les impôts, l'éducation, la planification écologique, la mer, la forêt, le cycle de l'eau, eh bien, vous signez davantage qu'un programme. Vous signez l'acte de naissance d'une culture commune. Et c'est la première fois
depuis une génération. Une culture commune dans laquelle on va retrouver les traits du socialisme historique, celui qui pensait que l'égalité sociale était là nécessaire pour que l'égalité proclamée par la Déclaration des droits de l'homme soit effective. Une culture commune où tout le monde est dorénavant acquis à l'idée que d'abord seulement quelques-uns défendaient. Avec quelle science prémonitoire, quel courage, lorsque tout seul, et même contre nous, René Dumont, avec son verre d'eau à la main, disait « Ceci bientôt vaudra davantage que le pétrole ». Cette culture, dorénavant, nous la partageons. La culture du communisme, qui nous enseignait qu'il y avait des biens communs, et ça se discutait à perte de vue, mais qui ne sait aujourd'hui que l'eau, que l'air, que la santé, que le savoir sont des biens communs. Et en quelque sorte, les intuitions politiques fondamentales de chacune de nos familles se sont vérifiées. Nous, les derniers arrivés, les insoumis, renouant avec l'ensemble de ces cultures, mais surtout du fond, de l'humanisme de la fin du XVe siècle, déclarant « L'être humain est l'auteur de sa propre histoire. Il n'est aucune puissance qui lui indique ce qu'il doit faire. » Des indications morales, des indications religieuses peuvent lui être suggérées. Mais au bout du compte, dans la diversité, c'est l'être humain qui écrit son histoire. Eh bien, c'est ce que veut dire le mot insoumis, qui n'est pas, contrairement à ce que croient des ballots, des gens qui ne supportent aucune règle. Ils ne supportent que les règles qu'ils acceptent. Et ça s'appelle la démocratie. Pour le reste, on se plie à la loi commune. Mais surtout, ce que je veux vous dire à cet instant, comme c'est l'être humain qui écrit son histoire, et qu'aucune puissance ne lui dit « Voici ce que tu dois faire ». La politique qui avait en quelque sorte mis de côté dans un autre registre la religion faisait un très grand progrès et l'a confirmé dans le fil de l'histoire. Et voici qu'on nous ramène à la fin du XXe siècle et dans ce XXIe siècle une sorte de Dieu bizarre qui s'appelle le marché et qui est censé nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et nous dicter un comportement qui aboutit au résultat que vous avez sous les yeux et qu'il continue de défendre tous les jours en expliquant pourquoi nous devons nous soumettre à cette puissance qu'aucun d'entre nous n'a jamais rencontrée que sous la forme de la spéculation et des abus de toutes sortes. C'est pourquoi cette élection se présente d'une manière absolument nouvelle par rapport à toutes celles qu'on a connues auparavant. C'est la première fois depuis la naissance de la Ve République et surtout depuis l'inversion du calendrier, mettant d'abord l'élection présidentielle puis la législative, c'est la première fois qu'on donne 3 semaines avant le vote l'opposition en tête, alors même que l'élection présidentielle a à peine un mois. Le peuple français a compris l'appel qui lui était lancé en lui disant « c'est le 3e tour ». Ce n'est pas un abus de langage. À la précédente présidentielle, on n'avait rien tranché. On a eu un vote par défaut, en tordant le bras de tout le monde. Et là, à nouveau, ça recommence. Une élection par défaut. Et un homme qui peut être élu président de la République française sans avoir jamais développé le moindre programme, et qui continue d'ailleurs, parce qu'il trouve que la méthode lui a réussi, à entrer dans des élections législatives où personne ne nous dit un début de commencement de programme. Je vais donc être obligé de le faire à leur place. Mais enfin, nous sommes une grande nation, un peuple adulte et civilisé. Eh bien, tout le monde sent que oui, c'est à cette élection-là qu'on va donner un mandat politique. Et c'est pourquoi, après vous être réjouis de penser que nous pouvons gagner, parce que cette victoire est à portée de main, j'y insiste dans un instant, mais dites-vous bien que s'il l'emporte, il se sentira mandaté pour appliquer les merveilles de son programme. Alors, c'est vous qui ferez
la retraite à 65 ans. Et personne ne vous aura dit que c'est en contradiction complète avec le pronostic d'après lequel, grâce à la politique du chef de l'État, on reviendrait au plein emploi. Parce que si on revient en plein emploi, c'est-à-dire à 5% seulement de chômage, eh bien alors, ça va faire rentrer 6 milliards de cotisations dans les caisses. Or, le découvert actuel est de 3. Par conséquent, ce n'est pas le déséquilibre des comptes de la retraite qui justifie qu'on passe à 65 ans. Ce qui le justifie, c'est leur volonté de continuer à faire baisser le coût du travail en exerçant une pression, et qui ne tient aucun compte de la réalité, parce que, à l'heure actuelle, le départ à la retraite des seniors se fait le plus souvent alors qu'ils sont déjà sans emploi, ou par chômage, ou par maladie. Et par conséquent, cela va créer, tel qu'on le sait en passant à 65 ans, les dépenses supplémentaires à l'allocation chômage et au RSA de 8 milliards. Autrement dit, le passage à la retraite à 65 ans, ça coûte un pognon dingue. Alors pourquoi le faire quand on sait à l'inverse ce que nous rapporte la retraite à 60 ans? Mais ces gens-là ne s'intéressent pas vraiment à la réalité. Savez-vous que la majorité de ceux qui président une association ou de ceux qui acceptent d'être maire d'une petite commune ou d'une moyenne sont à l'âge d'avant de la retraite des 60 ans? Et je ne vous cite que ça, mais vous savez tous, ceux qui ont déjà 60 ans, quelle fonction vous remplissez dans votre famille, auprès de vos petits-enfants, auprès de la société tout entière. Si bien que la seule comptabilité qui est tenue, c'est une comptabilité intéressée à des résultats qui ne nous concernent pas. Le résultat qui nous concerne, c'est le droit au bonheur de chacun, la tranquillité de la vie, sa douceur. Arrêtez d'user les corps, arrêtez d'user les nerfs et les esprits. Vivre tout simplement parce que la vie peut être belle, parce que la beauté est répandue dans les paysages, en nous-mêmes, dans l'art, dans la culture, et que tout ça ne peut pas se vivre au rythme frénétique, ou muré dans les tâches de survie, comme le sont tant et tant par millions de nos compatriotes, dont l'horizon essentiel est de savoir comment ils vont arriver à la fin de la semaine, et de la fin de la semaine à la fin du mois. Tellement les conditions quotidiennes sont sévères, et comme c'est dur de faire vivre sa famille, d'organiser ce qui va se passer en ne sachant pas soi-même où on en sera au moment où se battent des records, 785 000 interruptions de fourniture d'électricité. Comment vit-on sans électricité au XXIe siècle? 300 000 interruptions d'eau, c'est interdit. Alors ils n'interrompent pas, ils vous font couler des petites gouttes. Des millions de nos compatriotes en sont là. 8 millions de personnes sont à l'aide alimentaire. Depuis le début des merveilles de M. Macron, il y a 400 000 pauvres de plus. Une grande occasion est là de tourner cette page, de passer à autre chose. Regardez comme ils finissent par avoir peur de la vérité elle-même, qu'il suffirait d'énoncer. J'ai lu qu'on avait découvert qu'il y a dans notre pays 4 100 000 riches. Je n'avais pas la même statistique. Qui sont ces riches? Ceux qui gagnent 2 fois le revenu moyen, c'est-à-dire qu'ils ont, pour chacun, 3 600 €. Ah, c'est vrai que pour quelqu'un aujourd'hui qui est enfermé dans une petite retraite à 500 €, ou au minimum vieillesse à 600 quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelait minimum vieillesse, c'était très bien, le reste, j'ai rien compris. Mais ça existe toujours. Ça, oui, alors, c'est une fortune, 3 600, mais une nouvelle fois, c'est un chiffre, 4 100 000, on pourrait dire, ben vous voyez, rêver d'être millionnaire, ça finira par vous arriver. Non, le président, il dit qu'il faut rêver d'être milliardaire. J'ai déjà dit que c'était un rêve pervers. Je ne vois pas pourquoi j'inciterais la jeunesse à rêver d'être milliardaire. Je l'inciterais à se rendre utile à la société, à faire de bonnes études pour pouvoir nous permettre de régler les problèmes qu'on a. Pas d'être milliardaire, pourquoi faire? Alors, 4 100 000, vous vous foutez de nous, hein? C'est habituel. Non, mesdames, messieurs, mes chers amis, et pour beaucoup d'entre vous, chers camarades, non, la vérité est la suivante. 5 personnes
possède autant que 27 millions dans ce pays. Voilà la vérité. Et c'est de ce monde-là dont nous ne voulons plus. 2000 personnes meurent de la rue chaque année. 565 personnes par an meurent sur leur poste de travail. 1200 personnes par an meurent du travail par les maladies professionnelles. Où sont les grands déploiements à ce sujet? Quand parle-t-on comme d'une insécurité fondamentale? Jamais. Pourquoi? Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur sujet. Ce n'est pas là qu'est à leurs yeux le centre de l'action publique. Et nous pensons l'inverse, que c'est en commençant par s'occuper de ce qui va le plus mal qu'on rend la vie supportable à tout le monde, ceux qui subissaient les fléaux d'hier et ceux qui ne veulent pas vivre, entourés de malheur. Une situation extraordinaire se présente de régler ce type de problème. Parce que nous allons, et là bien sûr, il y aura des tâches qui sont dans l'urgence et d'autres dans la durée. Bon, évidemment, sur les affiches, c'est merveilleux, faire Premier ministre. Quand on y réfléchit de plus près, ça m'a l'air assez dévorant. Et puis, mais quel moment? Quand c'est notre tour, ça va toujours mal. Alors là, on nous annonce pour l'été une sécheresse carabinée qui va tout détraquer. Alors, détraquer les moissons, les bêtes auront moins à manger, donc on va abattre davantage de bêtes, et puis ça va coûter plus cher. Et puis le cycle de l'eau est perturbé, donc ça ne va pas aller bien pour vous, par la force des choses. Donc les urgences de l'hôpital, déjà, ils ont sorti le drapeau blanc. 120 systèmes d'urgence hospitaliers fermés. J'y reviens dans un instant, mais c'est pour dire, ça vient. Et puis tous ces gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On n'y arrive plus. 5% d'inflation, inflation c'est un grand mot pour dire augmentation des prix. Les nouilles, plus que 40%, non 15% pour les nouilles, l'essence, on n'en parle pas, si on veut en parler. Bref, ça explose partout. Les gens disent, mais moi je m'en sors pas, qu'est-ce que je fais? Alors voici des grands discours, et monsieur le maire qui dit, mais ça va se calmer. Ah ben, la dernière fois qu'il a dit ça, c'était à propos de l'essence, et depuis ça a triplé. Alors, il n'a pas l'air d'être si qualifié qu'il le croit pour dessiner le futur de l'économie. Donc nous allons bloquer les prix. Bloquer les prix. Et les bloquer à la baisse. On m'a dit, si vous faites ça, vous allez fausser le cycle économique et créer des pénuries. Je me passe. Moi, je vais créer des pénuries, mais c'est eux qui les créent. Qu'est-ce que c'est la pénurie? C'est quand vous n'avez pas. Eh bien justement, vous n'avez pas. Pas d'électricité pour cela, pas de nourriture pour cela, des enfants qui vont à l'école le ventre vide, des gens qui se nourrissent moins, qui se chauffent moins, en ce moment il fait chaud. Mais cet été, je connais un certain nombre d'entre vous, vous allez vous mettre à appuyer comme sur l'accélérateur de votre clim, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pomper de l'électricité comme des fous. Eh bien, l'électricité, elle va vous arriver d'où, s'il vous plaît? Nous avons une crise qui s'annonce devant nous. Et à cause de quoi? Du nucléaire. Pourquoi? Parce qu'on ne réchauffe pas, on ne refroidit pas des centrales avec de l'eau chaude. Et cet été, l'eau va être chaude, et il y aura moins d'eau dans les rivières. Je ne dis pas ça pour avoir ici, au détour de ma position à cette tribune, à qui personne ne peut répliquer, une discussion avec ceux qui ne seraient pas de mon avis à propos du nucléaire, mais juste pour dire que ça fait partie de ce qui arrive. Alors, je suis obligé de vous le mentionner parce que ça fait partie des choses que nous avons devant nous. Nous avons besoin absolument que les prix soient bloqués pour les produits essentiels et pour l'énergie dont tout le monde a besoin. Qu'on ne me dise pas que c'est impossible parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur l'île de la Réunion, où le préfet fixe les prix de 153 produits et il n'y a pas de pénurie à la Réunion. Et le prix de l'essence est fixé de cette manière-là et il continue à y avoir de l'essence. Mais alors, si je suis le chef du gouvernement, en qualité de chef du gouvernement français, je me tournerai vers l'Union européenne et je leur dirai, mes collègues, écoutez, l'Espagne et le Portugal ont déjà bloqué le prix du gaz et de l'électricité. Pour bloquer le prix de l'électricité, ils bloquent le prix du gaz. On comprend? Ils le produisent comme ça. Et qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez pas dit que c'était pas bien. Vous avez dit, bon, on peut comprendre. Eh bien, vous allez comprendre la même chose pour nous. Mais surtout, je vais vous dire une autre chose. Je vous demande, parce que nous avons pris collectivement dans l'Union européenne la décision de boycotter le gaz et le pétrole russe.
c'est une mesure qui est nécessaire si l'on veut opposer au gouvernement de M. Poutine des moyens matériels pour essayer de le faire reculer. Mais il y a une conséquence pour nous-mêmes, c'est que le prix s'envole. Dès lors, je demande que le prix du pétrole soit bloqué en Europe, pas seulement en France, dans toute l'Europe, car aucun producteur ne peut dire non à 450 millions de consommateurs. Et c'est un écologiste qui vous parle. Je ne dis pas que je suis enchanté de recourir à une telle méthode pour faciliter la consommation d'un produit qui nous pose tant de problèmes. Mais il est absolument inenvisageable que les mesures écologiques auxquelles nous aspirons, de réduction de tout ce qui produit des gaz à effet de serre, notamment le CO2, soient réglées sur le dos de la consommation populaire. Ça n'a pas de sens. Ceux qui doivent mettre la main à la poche aujourd'hui sont ceux qui sont en train d'accumuler les plus grandes fortunes que l'histoire ait jamais vues. Car la firme Total, qui paraît-il est française, accumule un bénéfice comme jamais aucune entreprise dans toute l'histoire de France n'a fait. C'est ce qui conduit d'ailleurs certains qui commencent à se rendre compte que le système du libre marché repose sur la spéculation et que la spéculation est un ennemi commun. Autrement dit, que par certains aspects, le capital lui-même a à souffrir des effets spéculatifs. Ceux qui portent sur le pétrole, car du jour au lendemain, les producteurs pourraient en faire sombrer les prix, mais aussi sur d'autres. Ce n'est pas moi, ni mon camarade Pierre Laurent, que je vois au premier rang, qui a décidé d'augmenter le prix du blé. Je veux dire, ce n'est pas une mesure communiste. Alors il serait plutôt contre. Moi aussi, ça tombe bien. Mais on n'est pas tous les deux seuls, mon cher Pierre. Il y a aussi M. Édouard Leclerc, c'est la surprise. Il dit le prix a augmenté, mais c'est de la spéculation. Alors si c'est de la spéculation, c'est comment faire? On bloque les prix. Alors M. Leclerc, il va falloir aussi mettre la main à la poche. Parce que vous faites en ce moment quand même quelques gros bénéfices. Eh bien, vous allez donc réduire vos marges. Alors c'est un mauvais moment à passer. Mais tout le monde passe un mauvais moment. C'est pas les uns passent un mauvais moment, les autres se gobergent. Ça s'appelle faire société. Ça s'appelle vivre ensemble. Nous sommes une nation, pas un magasin. Le gouvernement a été condamné, vous ai-je dit, 2 fois pour irresponsabilité écologique. Il va y avoir la crise de la sécheresse cet été. Vous n'allez pas seulement vous rendre compte à quel point René Dumont avait raison à propos de l'eau. On est déjà en crise sécheresse dans la moitié des départements français. Et on est juste au mois de mai. On arrive au mois de juin, là. C'est le mois de juin? Oh, moi, je ne vois plus le temps passer. Alors bon, allez, en avant, on est au mois de juin, pourquoi pas. Mais ce que vous allez découvrir à ce moment-là, c'est que toutes les rivières de France, 90% des rivières de France, toutes les rivières de France, sont polluées au glyphosate. Vous allez découvrir que ce glyphosate, quand il y a moins d'eau, il s'accumule dans des conditions encore plus dangereuses qu'avant. Et 90% d'entre vous ont du glyphosate déjà dans leur corps. Et ne croyez pas que parce qu'on n'en parle pas, c'est pas dangereux. Parce que le chlordécone, dans les Caraïbes, il était interdit en 1976 aux États-Unis d'Amérique. Il a été interdit au début des années 90 au Canada et puis ensuite dans l'Hexagone. Et on a attendu encore 3 ans jusqu'à 1996 pour soi-disant écouler les stocks sur le dos des gens. Et maintenant, toute la population des Caraïbes françaises est contaminée au chlordécone. Le glyphosate, c'est une chose. Il y en a partout. Mais le glyphosate se décompose dans l'eau et dans la terre. Et quand il se décompose, il produit d'autres corps qui sont plus dangereux que le glyphosate lui-même. Et comment je le sais? Parce que je ne le sais pas. Parce qu'on ne l'a jamais étudié. Parce qu'on ne sait pas ce que ça produit comme effet sur la santé. Donc vous voyez qu'entre autres choses, nous aurons immédiatement à déclencher une politique de recherche fondamentale pour qu'on connaisse ses conséquences.
et pour qu'on puisse les mesurer par rapport aux autres problèmes que nous rencontrons. L'irresponsabilité écologique, c'est ceux qui ne font rien et qui attendent que la catastrophe arrive pour faire quelque chose. Au mois de septembre et d'octobre prochain, les climatologues nous expliquent que nous aurons ce qu'on appelle des épisodes méditerranéens beaucoup plus violents sur la façade sud de notre pays. Vous voyez l'affaire de la vallée de la Roya, qui recommencerait plusieurs fois. Que fait le gouvernement, je vous prie? Qu'ont-ils prévu? Une visite de M. Macron, sans doute, comme la dernière fois, en hélicoptère, en emmerdant tout le monde, qui est obligé de tout arrêter de pelleter le temps qu'il passe? Non, rien, comme d'habitude. On attend qu'on en soit le nez devant. Qu'est-ce qu'on va faire face à la sécheresse? Il ne sait pas. Vous savez tous, comme moi, qu'on va être obligé de trimballer de l'eau d'un bout à l'autre, dans des camions, comme on le fait, qu'on va être obligé d'utiliser différemment la ressource. Ça, c'est les mesures de court terme. J'ai déjà dit 10 fois sur le premier plateau du Jura. Le Jura, vous voyez les forêts, tout ça, là. Vous vous dites, oh là-bas, c'est l'air pur, il n'y a pas un problème. On ne peut plus consommer l'eau potable dans 12 communes du premier plateau. Eh bien, vous l'aurez dans je ne sais combien d'endroits où on va découvrir que l'eau n'est plus potable. Comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de communes, celles que je viens de mentionner, où il n'y a plus d'eau dans le grand est du pays. Dans des endroits où jamais vous pensez qu'il y a un problème d'eau, tellement sévère. Mais la sécheresse est là. Tous ces problèmes, les uns sur les autres, à chaque fois nécessitent non seulement des mesures d'urgence, mais aussi des mesures plus en profondeur. Pour l'eau, le cycle de l'eau doit être dorénavant surveillé de A jusqu'à Z. Ça veut dire qu'on commence déjà par arrêter partout le gaspillage. 20% de l'eau se perd dans le sol. Et il y a des malins qui sont venus me dire « Ah ben c'est pas grave, ça retourne dans les nappes phréatiques. » Mais ballot, t'as rien compris. Au passage, ça a traversé une terre remplie de chlordécone, de glyphosate. Ça va en mettre partout dans la nappe phréatique. Donc non, on a intérêt à réparer tout ça. Dites-moi voir, quel est le problème? On manque de tuyaux? Non, il y en a. On n'a pas l'usine? Si, on l'a. On manque de bras pour poser des tuyaux? Non, il y a plein de gens. Donc on manque de quoi? De sous. Eh bien, on le décide et on le fait. Depuis quand l'argent est un obstacle? Quand on est la puissance publique. C'est un investissement. Ce qui sera installé là, on l'amortit en 20 ans, 30 ans, 40 ans. Où est le problème? Il n'y en a pas. Si, il y a une idée. Ils s'en foutent. C'est pas là qu'il faut mettre l'argent. C'est pas ce qui leur importe. C'est pas ce qu'ils veulent faire tout de suite. Ce qu'ils veulent faire tout de suite, c'est tout ce que vous connaissez, qui est dans le programme du gouvernement. Une occasion extraordinaire de tourner la page. C'est pas moi qui vais faire tout ça. Tout Premier ministre que vous allez me faire. C'est évidemment des équipes. Et je vais vous dire, c'est pas rien. Ne prenez pas ça pour rien. Tout ceci est en harmonie, en osmose profonde avec le pays, avec les associations écologistes, avec les syndicats, avec les travailleurs. Ça veut dire que si nous décidons quelque chose, eh bien, nous savons que nous l'avons décidé parce que l'idée nous en est venue du terrain. Tout ce qui est dans notre programme vient du terrain. Ce n'est pas une équipe de communicants et d'experts qui l'a rédigé, ce programme. C'est la partie la plus avancée de notre société qui pense au futur et qui s'est tournée vers nous pour nous amener le meilleur de ce qu'elle a imaginé pour la suite. Ce n'est pas rien que quand nous irons de l'avant, alors on verra la société se mobiliser elle-même pour aller de l'avant. Nous aurons des milliers et des milliers d'inspecteurs de cette qualité de l'eau qui viendront du terrain, qui comprendront ce qui est en train de se faire, qui verront que nous sommes arc-boutés pour bien faire et faire tourner tout ce système économique. Là, je ne vous ai parlé, parce qu'on ne va pas y passer la soirée, que des conséquences, mais bien sûr qu'il va falloir remonter. C'est fini l'époque où on produit n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions. Mais en même temps, je me rends compte que je ne peux pas, sur un claquement de doigts, faire tourner une machine économique de cette importance-là. Donc il faudra s'organiser, planifier, changer morceau par morceau. Et quel que soit notre avis sur le sujet, nous sommes obligés, à marche forcée, comme nous savons le faire, nous, le peuple français, chaque fois que la nation est en péril. Nous saurons le faire, c'est-à-dire nous déployer pour construire
les milliers de machines dont nous avons besoin, hydroliennes, éoliennes offshore, à installer à 20 km des côtes, hydroliennes, il y en avait 100 000 dans ce pays, à l'époque ça s'appelait des moulins, maintenant ça s'appelle hydroliennes. Mettre des hydroliennes partout, parce que nous devons compenser l'électricité que nous ne saurons plus produire ou que nous ne pourrons plus produire. Il faut le faire vite, il faut le faire avec énergie, il faut le faire avec détermination. J'ai dit aux élèves ingénieurs que je suis allé rencontrer à Nantes, je leur ai dit, vous venez bien de m'applaudir, et bien maintenant il faut retrousser les manches. Parce que si c'est nous qui l'emportons, il faut vous mettre au travail dès maintenant pour nous mettre tout ça en route. Et vous savez le faire. Vous êtes allés à l'école, moi je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment on construit une hydrolienne. Mais toi, garçon, toi, fille, tu sais. Alors vous allez le faire. Et ainsi de suite. Ça compte tout ça. Et il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et c'est vrai dans combien d'autres pays qui pensent comme nous, les peuples pensent comme nous. Et on leur dit partout, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si nous autres, les Français, nous montrons que c'est possible, alors vous verrez que dans bien d'autres pays, on se dira, faisons comme les Français, et qu'ils se donneront les moyens politiques qu'ils ne se donnent pas forcément aujourd'hui. Enfin, tourner une page d'une histoire que, compte tenu de mon âge et de tout ce que j'ai vu, j'ai trouvé plus affligeante que tout. C'est le recul de la démocratie dans notre pays, par des gens qui ne cessent de faire des phrases sur la liberté, qui ne cessent de nous accabler de toutes sortes de remarques sur notre rapport à la liberté. Mais enfin, en 5 ans, nous avons voté 21 lois qui réduisaient des libertés, dont 11 à propos de situations sanitaires qui ensuite ont été utilisées pour toute autre chose que les situations sanitaires. Nous sommes dans un pays où vous avez vu que progressivement, l'État s'effondre autour de nous. C'est-à-dire que des fonctions qui étaient accomplies par des services qui fonctionnaient ne fonctionnent plus. Assurer la tranquillité autour d'un match de foot, terminé. Tout ce qu'on sait faire, c'est tirer dans le tas et tabasser ceux qui bougent. Ça, c'est pas l'idée qu'on se fait de la police. C'est pas ce service qu'on attend. Ils sont capables de faire autre chose. Mais pour ça, il faut changer les chefs, il faut changer les normes et il faut changer la surveillance. Je m'en prends à ceux qui dirigent. Parce que franchement, ras-le-bol. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Parce qu'il y avait un mot qui plaisait pas. Bon, d'accord. Ils sont tombés le mot. Où est passé mon papier? Ah oui, voilà. Darmanin devant le Sénat, vous n'avez pas suivi? Ben, il a parlé de l'affaire du stade. Tu y étais, Pierre? T'as entendu? Voilà ce que dit Darmanin. Il y a eu des gestes inappropriés, disproportionnés d'un certain nombre de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. C'est les gestes qui sont documentés, pas les gendarmes. J'ai vu personnellement, dit cet homme qui a aggravé la pagaille en étant présent sur le terrain, j'ai vu personnellement 2 faits où manifestement l'ordre public et l'usage de gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. J'attends que la petite secte qui s'appelle Alliance donne son avis sur ce genre de déclaration. Parce que pour avoir dit moins que ça, j'ai eu droit à un procès. J'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces 2 responsables des forces de l'ordre. Eh bien, la différence, c'est que nous demandons des sanctions pour les chefs, pas pour les troupiers, pour les chefs. Le préfet de police, l'allemand. Dans 3 semaines, je suis élu, il s'en va. Si vous êtes capable de demander des renseignements pour 2 gestes inappropriés, eh bien, l'élu de Marseille que je suis, dans lequel il y a cette rue qui descend, sur laquelle il y a un immeuble qui est là, qui fait 5 étages, eh bien, l'élu de Marseille, il vous dit qu'il y a eu un geste inapproprié qui a consisté à tirer une grenade offensive sur une femme de 83 ans. J'ai vu des gestes disproportionnés qui ont abouti 32 fois à éborgner quelqu'un. Je n'ai jamais fait autre chose que de protester contre un tel usage de la force.
Je demande, alors que nous allons avoir les Jeux Olympiques, alors que nous allons avoir des championnats de rugby, je demande que la conception d'ensemble de l'usage des forces soit revue, repensée. Il n'y a rien dans ce que je dis qui soit personnellement offensant à l'égard de tel ou tel. Je ne suis pas en train de montrer du doigt, même si comme homme, oui, je suis un homme. Je m'adresse aux jeunes hommes qui sont capables de prendre une arme pour tirer dans la figure de quelqu'un et leur dire c'est un geste immoral. Et c'est un geste qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait, nous, du respect que doit se gagner celui qui a l'uniforme. J'espère être compris. J'estime que les propos de M. Darmanin devant le Sénat valent pour nous disculper de toutes les accusations absurdes qui ont été faites contre nous. Alors, je vous ai dit, on va tourner la page de tout ça. Ces reculs de la liberté. Franchement, il y a la presse étrangère qui est là, ça m'embête d'en parler. Mais dans quelle démocratie voit-on un président de la République convoquer un conseil de défense qui est un conseil secret, dont on ne connaît pas les délibérations pour décider des questions de santé, de ceci, de cela? Dans quelle démocratie du monde une chose pareille existe? Ça n'existe pas. Et vous savez pourquoi ils l'ont fait? Pas parce que c'était de la défense, pas parce que c'était un secret, c'est parce que quand ils sont là-dedans, comme il y a le secret défense, personne ne peut aller devant la haute cour de justice. Voilà l'unique raison pour laquelle les décisions ont été prises là, pour laquelle pendant toute une période, on se demandait qui gouvernait dans ce pays. On a soulevé cette question, nous tous, les parlementaires. Qui gouverne? Qui est responsable? Qui vient devant nous rendre des comptes de ses actes? Ça s'appelle une démocratie. Là où le chef fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, c'est autre chose. D'accord? Ah ben oui, il faut y penser. Nous relevons d'un autre principe. Qui sommes-nous? Nous sommes des solidaristes. C'est-à-dire que nous croyons que la vertu suprême de l'organisation sociale, c'est d'organiser la solidarité entre les êtres humains. Et que cette solidarité va contre les discriminations. Qu'aller contre les discriminations, c'est s'en protéger par davantage de démocratie. Et qu'un peuple qui vit de cette manière est en état de mesurer sa responsabilité à l'égard de la nature et de tout le vivant. Qu'on ne vit pas tranquille, sauf en se cachant les faits. Est-ce que vous savez que chaque année, on écrabouille vivant 50 millions de poussins? On fait ça en ce moment. On devait arrêter en janvier. Ils ont reporté à décembre prochain. En ce moment, il y a une épidémie de grippe aviaire. Tout le monde réfléchit pourvu que le virus ne passe pas à l'être humain. Il est déjà passé à l'être humain une fois en Chine. On en est à la 5e crise de la même maladie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 crises? Rien. Ils comptent donc à chaque fois que ça s'arrange. Cette ambiance d'irresponsabilité, de barbarie gratuite, que personne ne peut interrompre, sur laquelle personne ne peut rien dire, parce que les principaux responsables se cachent, se défaussent, refusent, quand c'est une élection présidentielle, un débat, quand c'est une élection législative, un débat. Ils ne ressortent de leur boîte que quand ils ont la trouille. Et en ce moment, ils ont la trouille. Alors ils ressortent de leur boîte. Qu'est-ce que je vois? Ça, je voulais garder pour la bonne bouche. Alors, c'est monsieur Roux de Bézieux. J'ai perdu ma page ou quoi? Oui, j'ai perdu. À force de tripoter tous ces papiers, eh ben ouais. Non, elle va être là. Oui, peut-être. Non, elle n'y est pas. Garçon. Antoine, s'il te plaît. Amène-moi la feuille, je l'ai perdue. Non, le voilà, j'ai trouvé. Alors, mais bon, après on dit les notes, ça aide. Tu parles que ça aide. Alors, monsieur Roux de Bézieux, je l'estime parce que, par la force des choses, c'est le chef du MEDEF, et si nous gouvernons, il va bien falloir parler. Et puis, je vais vous dire, je l'estime parce qu'il est venu à une émission de télé où, quand même, il a fait fort, le gars. Pas de cravate, le col ouvert, il commence par s'engueuler avec la journaliste. On aurait cru un des nôtres. Et puis, il se marre, il dit des trucs, puis il me tape, hein, il me dit 2-3 trucs, mais avec le sourire. Et je me suis dit, waouh, c'est un champion. Parce qu'il arrive à nous faire oublier que c'est quand même lui qui donne le là, lui et ses prédécesseurs, depuis 30 ans, et que tout va de plus en plus mal.
Alors il avait dit une chose incroyable, 10 février 2022. Je prends au sérieux Jean-Luc Mélenchon. Ça m'a fait plaisir. Il est prêt à gouverner. Ça m'a fait plaisir. Écoutez, le meilleur, c'est pour maintenant. Ça ne va pas être le chaos comme certains le disent. Ah! Ah! Alors, pourquoi ce matin éprouve-t-il le besoin de dire Jean-Luc Mélenchon est prêt à gouverner, prêt à mener la France dans le chaos? Il dit, en gros, c'est on taxe tout le monde. Ah ben non, on taxe certains. Il n'aura pas suivi mon récit. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont mettre la main à la poche. Mais jusqu'à 4 000 € de revenus personnels, vos impôts sur le revenu vont baisser. Alors, ça concerne les autres. Hein. Ah ben les autres, on va payer un peu plus. Mais les 5 qui possèdent autant que 27 millions, ça c'est clair, ils vont nous voir arriver. Alors lui, il dit quoi? Les chefs d'entreprise vont arrêter d'embaucher. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne m'ont pas attendu, apparemment. Et ça fait un moment que ça dure. Parce qu'ils prétendent qu'ils ont fait baisser le chômage, en se cachant bien de vous dire qu'ils ont inscrit 900 000 jeunes en contrat d'apprentissage. Et qu'un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Alors que 25% de ces jeunes fichent le gant au bout de 3 mois de leur contrat d'apprentissage, pas vu, pas pris. Et dans les statistiques de l'éducation nationale, ça porte un nom, PDV, perdu de vue. Au revoir et merci. Vous êtes dans le bon coin des statistiques, perdu de vue. Ils vont arrêter d'investir et attendre que la tempête passe. Ben, ça fait un moment qu'ils attendent, apparemment. Parce qu'au cours des 10 dernières années, ils ont augmenté les versements de dividendes de 70%. Et ils ont baissé leur investissement de 5%. Autrement dit, plus on leur en donne, moins ils s'en servent. Ou bien plus ils s'en servent pour faire autre chose que ce pourquoi ils prétendent qu'ils sont là. C'est-à-dire faire tourner des entreprises, imaginer, acheter des machines nouvelles, embaucher des ingénieurs, avoir des unités de recherche qui leur permettent d'avancer. Non, ils ne le font pas. Et pourtant, ils ont été arrosés, ruisselés à mort. Mais ils sont toujours là. Je vais vous dire une chose. Vous allez vous entendre avec moi. Pour une raison simple. Vous n'aurez pas le choix. Et dites-moi voir, si vous êtes un entrepreneur et que quelqu'un vient, je ne sais pas moi, au restaurant, et il vous passe la commande, et vous lui dites « Ah non, 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 vous êtes déjà le 10e à être venu aujourd'hui, j'en ai assez vu. Et puis, j'attends que la tempête passe. » Vous n'allez pas servir? Bien sûr que si. Si je vous achète une brouette et qu'un autre vient aussi parce qu'il fait du jardinage et que comme on a bloqué les prix et augmenté les salaires, il y a des sous pour acheter une nouvelle brouette. Vous n'avez pas de brouette, vous? Mais c'est un problème, la brouette. Au bout de... T'en as une, toi? Bah oui, régulièrement, il faut la changer. Aucun entrepreneur ne renoncera à servir un consommateur. Par conséquent, je n'ai pas une seconde de doute sur le fait que, de toute façon, ils feront ce qu'il y a lieu de faire. Mais si vous m'agacez trop, vous connaissez mon caractère. Je suis obligé de vous dire que je me suis aperçu, en faisant un petit calcul, que le déficit de l'État dans son budget est de 150 milliards. C'est exactement la somme qu'on leur a donnée en crédit d'impôt. Alors, nous faisons un pari économique. Nous avons organisé un circuit sur lequel on est tombé d'accord sans trop de difficultés. Nous allons en effet dépenser 250 milliards de plus. Et quand ces 250 milliards seront partis en paye pour les fonctionnaires, en investissement de l'État, des collectivités locales, etc., de l'autre côté, ça nous ramène des cotisations sociales, puisqu'il y a plus de monde qui bosse, et puis ça ramène des taxes, parce que quand on vous dit que les pauvres ne paient pas d'impôts, ça c'est une histoire pour les riches, c'est pas vrai. Hein, ils payent la TVA et ça leur coûte plus à eux qu'aux autres. Donc ça vous fait de la TVA, ça vous fait de l'impôt sur le revenu, et ça vous ramène dans la caisse 267 milliards. Donc vous sortez 250 et vous récupérez 267. Ça, c'est le circuit que nous avons imaginé.
je mets au défi les économistes libéraux d'accepter un débat avec le Conseil économique de la nouvelle Union populaire, qui est composé d'une centaine d'économistes. Nous ne supportons plus l'arrogance de ceux qui prétendent nous donner des leçons de gestion. Ceux-là même qui ont réussi à creuser la dette de l'État comme jamais. Parce que qui l'a faite, cette dette de l'État? Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. C'est les libéraux qui ont gouverné. 600 milliards pour M. Sarkozy, 500 pour le suivant, et ainsi de suite. Alors ça suffit, les leçons de bonne gestion. Qui a ruiné l'État, qui l'a désorganisé, avec l'idée que le marché viendrait le remplacer. Où le marché a-t-il réussi à remplacer l'État? Donnez un exemple, montrez-nous où ça s'est passé. Jamais, nulle part. Où le système privé de santé a-t-il remplacé le système public? Nulle part. Je vous raconte les gens arrivant aux urgences de la Timone à Marseille, avec accroché sur un brancard un bout de papier où il était écrit dessus « Cette personne a telle et telle maladie ». Pourquoi? Parce qu'elle était arrivée à la clinique privée et que comme ça ne les intéressait pas comme cas, c'est leur raison. Ils l'ont remis sur le brancard pour l'envoyer au public. Pourquoi? Ben, c'est la logique. Le privé a bien sûr fait des travaux de santé, évidemment, de bonne qualité, on ne va pas discuter ça. Mais il a d'autres logiques de fonctionnement qui sont celles du service public et de l'hôpital public. Donc, le privé n'a pas remplacé le public. Et il ne le peut pas. Et nous ne le souhaitons pas. Parce que nous connaissons les pays où les gens arrivent aux urgences, où on regarde s'ils ont leur carte bancaire, et où, quand vous entrez, toute la famille se coalise pour dire « Oui, on va payer, ne vous inquiétez pas. Nous ne laisserons pas notre père, nous ne laisserons pas notre mère dans la maladie sans que vous le soigniez. » Et tout le monde vide ses comptes et sort ses économies, parfois d'une vie. Parfois c'est grave, la maladie est un peu longue. Peut-être faudra-t-il penser à vendre la maison que l'on avait achetée. Voilà ce que c'est les pays où on ne soigne pas tout le monde, quelle que soit sa maladie, autant qu'il a besoin d'être soigné. Comme c'est le cas grâce à la Sécu en France. Alors, chers commentateurs étrangers, si vous voulez savoir ce qu'est la France, eh bien c'est ça. Liberté, égalité, fraternité, sécurité sociale. Alors bon, voilà, ça c'est pour vous de Bézieux. Parce que là, depuis quelques jours, ils les ont fait ressortir, parce qu'ils ne faisaient pas campagne, donc nous, hein, nous si, partout. Il y a des militants, des femmes, des hommes, là, ils s'y mettent tous de tous les côtés, et on sait très bien que ça a percuté dans la masse du peuple français. Au point que, un sondage paraît qui dit que nous sommes à touche-touche. Touche-touche. Grâce à une loupe spéciale, une entreprise de sondage extrêmement performante a réussi à distinguer 0,5 points d'écart entre nous devant et eux derrière. Bon, ça nous fait plaisir. On est devant. Ça ne nous inquiète pas trop, parce que aux élections présidentielles, pour ce qui me concerne, ils se sont trompés, le même institut, de 5 points. 5 points, c'est les 3 points de la marge d'erreur. Enfin, c'est quand même quelque chose, hein. Vous vous garez et vous avez droit à 3% d'erreur dans l'évaluation du véhicule qu'il y a derrière, d'accord? Bah, au bout de 3%, vous êtes rentré dedans. Bah, eux, 5, 2 points de plus. Le capot est tout défoncé derrière. Résultat, les gens qui se sont dit « il ne va pas y arriver, la marche est trop haute » et qui sont restés à la maison, bah, ils ne nous ont pas aidés. Enfin bon, ceux-là, ils disent qu'on est quand même à un demi-point devant. Mais une fois qu'ils ont transposé ça sur les circonscriptions, je ne sais pas avec quelle poudre de perlimpinpin, reporté tout ça, eh ben, ça donne que le point bas de, je ne sais pas comment il s'appelle, Ensemble, Renaissance, LREM, je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Alors, leur point bas, c'est 230. La majorité, c'est 287, 89. Et d'où notre point bas, il est en dessous de leur point bas, mais notre point haut, il est au-dessus de leur point bas. Okay, donc, on peut avoir la majorité. Et pour qu'ils arrivent à leur point haut, il faut qu'ils aient avalé toute la droite. Il va quand même en rester un bout dehors. Dans ce cas-là, les chances que nous avons de gagner sont assez élevées.
Alors, ils le savent. Pourtant, ils ont mis le paquet, ils ont compris que c'est un enjeu. Si les gens pensent qu'on peut gagner, ils vont descendre par paquet, par grappe, par wagon. De tous les côtés, ils arriveront. J'ai vu ça dans ma vie, je ne sais pas combien de fois. Quand on se dit ça sert à quelque chose, on y va. Alors, depuis 3 semaines, ils écrivent dans les journaux, ils se rêvent à Matignon. Je rêve de toutes sortes de choses, sauf d'argent et de Matignon. Je sais pourquoi ils disent ils se rêvent. C'est pour dire, ils l'écrivent d'ailleurs, c'est pas possible, il n'y croit pas lui-même. Là, ils me font un compliment, il est trop intelligent pour y croire. Donc, il est trop intelligent pour y croire, égale c'est un menteur. C'est sympa la manière d'injurier. Il se rêve, et blablabli se rêve. Et tout le monde, c'est curieux, c'est le même mot partout. C'est un hasard, hein, pas de problème. Il se rêve parce qu'il voudrait que tout le monde se dise c'est pas possible. J'ai vu un éditorial, c'est ça qui me paraît curieux quand même. Je ne sais pas quelle explication vous avez à ça. Je lis dans un journal, soi-disant populaire, un éditorial, et un jour l'éditorialiste dit « Ah, ce type est un génie, il s'agit de moi. C'est formidable, il va peut-être y arriver et tout et tout. » Quelqu'un a dû passer derrière parce que le lendemain, il réécrit le papier en mettant « Ce type est pas si bête qu'il en a l'air. » Il s'agit toujours de moi. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas y arriver. Et un de ses proches nous dit « C'est juste pour avoir le plus d'élus possible. » Eh bien, moi, j'ai entendu dire par un proche de l'éditorialiste qu'il a écrit ça parce qu'il s'est fait engueuler. Et qu'on lui a dit « Il ne faut quand même pas abuser. » Comme disait M. Bolloré, je ne fais pas le journal Les Échos pour lire des articles marxistes. Alors, il n'y a pas de risque, hein, mais au moins, ça a été dit. Donc, ça doit être pareil. Et je me dis, finalement, ils ont peut-être aussi foutu la trouille à M. Roux de Bézieux, qui disait que ça ne serait pas le chaos, et tout d'un coup, il dit que ça va être le chaos. En tout cas, ils sont tous sortis. Et M. Bruno Le Maire s'en prend à moi d'une manière qui m'a plu. Il dit Jean-Luc Mélenchon est un Chavez gaulois. Écoutez, jusque-là, j'étais un islamo-gauchiste, il paraît. Me v'la rependre, gallo-gauchiste. Ça me va. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Alors, Monsieur le maire est un type sérieux, il est ministrissime, d'accord? Tous les pays qui ont mis en œuvre un projet similaire au nôtre, ouvrez la parenthèse. Collectivisation des moyens de production. Oui, il y en a un peu, c'est vrai. Augmentation massive des impôts. Pour certains, c'est vrai. Et des charges sur les entreprises. Redistribution des richesses qui n'ont pas été créées. Alors ça, j'ai toujours aimé. Redistribution des richesses, il faut d'abord les créer, nous explique-t-il. Mais qu'est-ce qu'on fait? On passe notre vie à ça. Quand est-ce qu'on a arrêté de créer des richesses? C'est pas ça dont on discute. On discute de comment on répartit le résultat. Pas des richesses qui n'ont pas été créées, justement des richesses qui ont été créées. Parce que pour l'instant, c'est tout pour les uns, rien pour les autres. J'exagère un peu, j'en suis d'accord. Mais c'est ce partage-là qu'on remet en cause. Alors donc, distribution des richesses qui n'ont pas été créées, multiplication des interdictions en tout genre, se sont retrouvés, tous les pays qui ont fait ça, sous surveillance du FMI quelques années plus tard. 2 points. Venezuela, la Grèce, l'Argentine. Alors, bon, on ne peut pas tout savoir, hein. Rien savoir, c'est quand même un problème. Si on est ministre de l'économie, on ne peut pas tout savoir, mais rien savoir est un problème. Voyez-vous, ni le Venezuela n'a jamais été mis sous l'autorité du FMI. Quant à la Grèce et à l'Argentine, ce n'est pas quand ils ont appliqué la collectivisation des moyens de production, l'augmentation massive des impôts et des charges sur les entreprises, la distribution des richesses pas créées, la multiplication des interdictions en tout genre, qui sont tombés sous la coupe du FMI. Mais c'est exactement le contraire. C'est parce qu'ils avaient des gouvernements libéraux qui avaient vidé la caisse au profit du patronat de ces pays que la dette est arrivée à un tel point que le FMI a rappliqué. Voilà la vérité.
La catastrophe, c'est eux. Le chaos, c'est le marché. Voilà ce que M. le maire devrait apprendre. Il devrait se demander comment faire pour éviter que la même mésaventure n'arrive pas à la France à cause de lui. Parce que c'est lui qui est en train de réunir les conditions qui ont prévalu dans tous ces pays et qui les ont conduits dans les pattes du FMI. Alors, le gallo-gauchiste que je suis, paraît-il, se permet d'être en désaccord complet avec la politique absurde que se propose de faire le président de la République et Mme Borne, paraît-il, si elle est encore là pour le faire. Et que nous dit M. Le Maire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La trajectoire présentée par le président durant la campagne présidentielle, elle nous aura échappé, on n'est pas au courant, est claire, dit-il. Lui, celle-là, il la trouve claire. Elle prévoit un retour sous le seuil de 3% des déficits en 2027. Facile. POC à la fin du mandat. Avec un reflux amorcé de la dette en 2026. Nous la respecterons, dit-il. Ah ouais? Et comment vous comptez faire? Parce que pour revenir à 3% de déficit, alors qu'on est à 6,5, il faut donc enlever 3 points. Ça fait 80 milliards, les petits. Comment vous comptez faire? Où vous allez les trouver? Où vous allez les enlever? Ça, c'est ce qu'il a promis qu'il allait faire. Et il ne s'est pas contenté de le raconter à M. Le Maire, qu'il a noté pour nous le répéter. Il l'a dit à la Commission européenne. Il a dit, je vais faire ça. Donc, il a prévu 80 milliards de moins dans le budget de l'État. À qui on va les prendre? À vous. Comment? Par des services publics que vous n'aurez pas. Et précisément, ces gens vont nous amener au point où les Macri et Papadopoulos, si mes souvenirs sont bons, en Grèce, a amené le pays, c'est-à-dire à la ruine et à la catastrophe. Nous autres, Français, qui avons mis tant de temps à construire ces services publics, qui avons mis tant de temps à construire un État qui fonctionne, nous sommes en train d'assister à l'effondrement du système sanitaire du pays. Parce que, je vous ai dit, on ferme 120 services d'urgence. Parce que des malades ont inventé que l'hôpital se gérait, comme ils disaient à l'époque, comme une entreprise. Ils ont inventé un truc qui s'appelle la T2A. On paye à l'acte. La moindre chose est facturée. Et il faut que ça tourne. Alors, pour que ça tourne, on a inventé une durée moyenne de séjour. DMS. Quelle intelligence! L'être humain et ses maladies mises en équation. Formidable! Une personne âgée qui a une péritonite, elle vient, on répare la péritonite et roule bouboule, dehors. Mais non, cette personne ne sait comment faire, elle ne peut s'occuper d'elle-même, il lui faut un accompagnement, quelqu'un a prévu quelque chose, non, rien. Donc on maintient les gens, parce que les gens qui font les soins disent « mais c'est pas possible, on ne peut pas expulser cette personne ». Alors ils s'arrangent entre eux, je ne vous raconte pas tout ce qu'ils disent. Et alors ils les maintiennent dans les lits. Il n'y a pas de lit d'aval. C'est-à-dire que la personne qui a été soignée devrait passer dans une autre unité qui nécessite un autre type de surveillance et de soins. Ça ne se fait pas. Vous parlez avec les gens du secteur de la santé. Ici, on ferme un service. Ici, on enlève du monde. Une personne. Ça tourne? Ouais, ça continue à marcher. Ben, vous voyez, vous pouvez le faire. Une deuxième. Ça marche encore? Parfait. Une troisième. Ça ne marche plus? Bon, on ferme. Voilà. C'est ça la logique qui s'applique. Et maintenant, nous sommes arrivés au point où ça ne marche plus. Les gens s'en vont, et vous voyez encore tout à l'heure, j'étais avec vous deux là, hein, et puis qui y avait encore? Elle est passée où, Bono? Bon, elle était là. On va à l'hôpital. Et il y avait là des durs à cuire, hein, du syndicat. Et bon, alors ils expliquent leur truc, bon, on connaît. Et moi je dis, bah écoutez, il y a 180 000 personnes qui sont parties du système de santé. Il faut qu'on les fasse revenir. Comment je fais? Si c'est moi qui gouverne dans 2 mois, je fais quoi? Je m'y prends comment? C'est compliqué, non? On a dit il faut augmenter les gens. Eh bien, vous savez, immédiatement, le syndicaliste qui était là, il me dit, il n'y a pas que ça. C'est le sens du métier qui est en cause. Les gens ne veulent plus avoir une pratique professionnelle absurde, où on fait un travail en sachant qu'il n'est pas bien fait. Les gens aiment leur travail. Les gens ont la vocation de ce qu'ils font. La mentalité du service public, ça existe. Les gens, pour être dans leur métier, ont besoin que le métier soit un métier. Les jeunes gens qu'on fait arriver par wagon entier en CDD ou en contrat à durée brève, ils viennent, ils supportent tout pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an.
Et puis après, ils n'en peuvent plus, ils craquent, ils sont venus là pour faire ce métier. Infirmiers, aides-soignants et autres. Et ils s'en vont écœurés. On a besoin d'eux. Il ne faut pas les traiter comme ça. Il faut faire partir la peur du lendemain et la peur de l'absurdité du métier par des mesures énergiques. On augmente les gens, on augmente le nombre de gens qu'on met au travail et on titularise tous les CDD de la fonction publique. Tous 800 000. Vous allez voir si ces jeunes gens, après, quand ils ont la paye garantie, on me dit, monsieur Mélenchon, mais comment vous payez tout ça? Ben, c'est très simple, comme d'habitude. Parce qu'ils y sont déjà, figurez-vous. Je ne crée pas 800 000 postes, je titularise 800 000 personnes, qui donc voient leur vie du jour au lendemain changer. Vous autres tous, vous êtes allés demander un emprunt à votre banque une fois ou l'autre. Allez-y sans avoir un CDI. Vous allez voir comment vous êtes reçus. Vous avez besoin d'un CDI. Vous êtes jeune, c'est le moment où vous achetez des choses. Vous avez besoin d'aide. Ah, vous la payez, hein, soit dit par parenthèse, l'aide en question. Pour des gens qui, eux, foutent rien à part transmettre l'argent de la Banque Centrale Européenne à votre poche, en prenant au passage de quoi s'occuper. Voilà la vérité. Si vous faites ça, vous changez les conditions. C'est ça le cycle que je vous ai raconté tout à l'heure. Si vous n'avez plus peur du lendemain, vous prenez des décisions pour votre vie, vous vous organisez différemment. C'est pourquoi tout ce qu'on donnera en salaire, en moyens d'existence, en sécurité, sera autant de gagné pour toute la société. Et toutes les mesures écologiques que nous allons prendre vont nous rapporter. Parce que si vous augmentez les salaires, alors les gens mieux payés peuvent aller se procurer de la nourriture écologique parce qu'elle coûte plus cher. Mais pas seulement, parce que nous allons faire un tour de vis en acier sur l'agroalimentaire pour qu'on arrête des régimes sursucrés, sursalés, qui pourrissent la vie de millions de gens. Rien que le sucre. Écoutez ça, vous allez voir. C'est l'exemple même de l'absurdité de cette société. Les bénéfices du sucre, c'est 4 milliards. Le sursucrage de tout ce que vous mangez, ça coûte 8 milliards à la sécurité sociale. Vous payez donc le double de ce que ça rapporte. Vous vous rendez compte, hein? C'est comme les vaches. 170 litres d'eau par tête de pipe. Quand vous savez ça, ben vous réfléchissez autrement aux élevages massifs. C'est absurde, non? Toutes ces mesures vont soulager les comptes publics, aider à avoir une vie meilleure. Je ne parle pas d'autre chose que de vie meilleure. L'économie est au service des êtres humains et pas l'inverse, depuis que la société est société. Je fais le procès du néolibéralisme. Je fais le procès de l'économie financiarisée. Je vous dis que ça va à rebours de la civilisation. Tous, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, nous connaissons des civilisations qui se sont effondrées parce qu'elles ne tenaient pas compte de leur environnement écologique et qu'elles ont donc tué ce sur quoi elles vivaient. Ce que l'humanité est en train de faire, c'est de tuer les bases sur lesquelles elle va fonctionner. Et les fonctions essentielles de la société humaine, qui me renvoient à ce que je viens de vous dire sur le fait que l'économie est au service des êtres humains, ne sont plus assumées. Certains d'entre vous vont dire ils se répètent. Mais oui, je me répète, jusqu'à ce que tout le monde comprenne bien l'absurdité d'un système où les fonctions essentielles ne sont plus assumées. Depuis que le monde est monde et qu'il y a des petits groupes d'êtres humains, nous faisons des enfants. Et depuis que le monde est monde, nous passons notre temps à faire en sorte que nos gosses survivent, puis qu'ils soient éduqués. Nous nous sommes battus, nous autres les êtres humains, de toutes les manières possibles pour protéger la jeune génération. Et soudain, enfin, nous étions arrivés à ce que la mortalité infantile, qui dévastait les milieux populaires, baisse, et pour la première fois, elle remonte. Qu'est-ce qu'une société riche, pleine d'équipements de toutes sortes, et qui accepte que la mortalité infantile remonte? C'est une société condamnée. Il n'y a pas de futur pour une société qui méprise ses enfants. Éduquer nos gosses, c'est depuis le départ ce à quoi chaque génération s'est appliquée. La nourriture intellectuelle qui transforme l'être humain et en fait un être humain. L'humanisation est un processus. Elle n'est pas donnée dans votre berceau. Elle n'est pas donnée par l'être physique que vous êtes. Elle est donnée par vos relations sociales. Et parmi vos relations sociales, il y a d'abord les relations de culture. Celles qui viennent de l'amour qui est donné
des parents aux enfants, celle qui vient des histoires qu'on leur raconte, celle qui vient de l'école. Que doit-on penser d'une société riche qui a inventé le service public de l'éducation nationale, qui a fait la force et la puissance de ce pays, sans laquelle ce pays n'est rien, si nous n'avons pas pour nous la ressource intellectuelle des jeunes générations qui apprennent les métiers, tous les métiers sont des sciences pratiques, si nous ne le faisons pas, alors nous reculerons. Que faut-il penser de ce pays quand il accepte que 100 000 jeunes gens soient déscolarisés? Comment peut-on accepter que dans les quartiers où c'est le plus difficile, parce que c'est là qu'il y a le plus de misère qui est accumulée, alors que les gens se coupent les veines pour leurs gosses, pour être sûrs qu'ils vont bien à l'école, que ça se passe bien, que les profs se tuent au boulot, comment accepter qu'on prenne des décisions où on en met 28 ou 29 par classe? Qui croyez-vous que vous êtes en train d'empiler? Sinon nos enfants. Qui croyez-vous que vous êtes en train de priver, sinon la patrie elle-même, de l'intelligence de ces gosses? Combien parmi nous ici et sur cette scène, nous sommes les enfants de l'école? Notre deuxième famille, ça a été l'école. Nous ne serions rien sans elle. Alors qu'est-ce qu'on doit penser de cette bande qui saccage l'école? Je les préviens tous. Et ils peuvent compter sur mon mauvais caractère pour que je ne l'oublie pas. Autrefois, la haute administration de l'éducation nationale, elle s'occupait de faire en sorte que les écoles fonctionnent. Elle s'occupait de faire en sorte que les écoles soient laïques. C'était l'époque du début, etc., etc. On logeait l'institut pour être sûr qu'il soit là. D'accord? Eh bien maintenant, la haute administration, de quoi elle s'occupe? D'enlever des postes. C'est ça son boulot, enlever des postes. Et après, quand vous avez un prof qui va, comme Samuel Paty, dire « Écoutez, moi j'ai un problème », eh bien on le laisse tout seul. Vous êtes des bons à rien, voilà ce que j'ai à vous dire. Et je vous changerai si j'en ai la possibilité. Le rôle de l'éducation est d'éduquer. Et tout le monde participe à cet effort d'éducation à l'école. Depuis l'employé qui change les lampes, la personne qui nettoie les locaux, l'assistante, les gens qui s'occupent des gosses en situation de handicap, le prof, tout le monde s'occupe d'éducation. Et la haute administration aussi. Et je lui demande des comptes sur le nombre de jeunes qui sortent diplômés. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité de l'enseignement professionnel. Ces gens n'ont rien à fiche. Quand on leur demande combien vous croyez qu'il y en a dans l'enseignement professionnel, ils sont là, ils bredouillent, ils ne savent pas. Ils veulent tous les envoyer en apprentissage dans les usines. Vous savez combien il y en a? 50% de chaque classe d'âge est dans l'enseignement technologique, l'apprentissage ou l'enseignement professionnel. La moitié de nos gosses, ils méritent donc le plus haut niveau d'instruction. Depuis le CAP, premier niveau de diplôme, qui est validé dans les conventions collectives, jusqu'au BTS, brevet de technicien supérieur, jusqu'au DUT, plus il y en aura qui iront, plus le pays sera fort, plus on pourra faire la bifurcation écologique. Parce que pour faire la bifurcation écologique, vous êtes obligé d'avoir des salariés de haut niveau de qualification, sinon ce n'est pas possible. J'espère vous avoir convaincu, avec les défauts que tout le monde me connaît, qui est de me passionner pour ce que je dis. Mais je voudrais vous convaincre et faire transmettre le message. Ce que nous portons, c'est une autre vision du monde, de la société. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, nous allons créer un paradis. Mais je vous garantis que du jour au lendemain, nous ferons cesser l'enfer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens vont mieux vivre, mieux respirer. Quelque chose dans l'air sera plus léger. Et même le soleil de cet été, abusif, sera plus beau. Parce que ça sera pour nous. Ça sera notre monde. Ça sera ce qu'on veut faire. Ça sera pour nos gosses. Ça sera la fin du règne absolu de l'argent, du profit et de toutes ces choses qui n'ont pas de sens, à part le bonheur d'être un être humain vivant. Allez, courage, on va gagner. Ça va partir.
Ça va, vous êtes patient.